Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin, c'est Éric Zemmour, président de Reconquête et puis auteur de ce livre que je montre pour ceux qui nous suivent évidemment en vidéo. La messe n'est pas dite aux éditions Fayard. Bonjour à vous Éric Zemmour. Bonjour. Et bienvenue. Je vous cite dans La messe n'est pas dite. Vous écrivez « L'alliance de fer entre l'islam et le wokisme a comme adversaire la civilisation européenne et occidentale ». Est-ce que vous en appelez un sursaut identitaire avec Zemmour? Est-ce que nous sommes en guerre de religion? Disons que c'est tout le sens de ce livre. Vous savez, en France aujourd'hui, nous avons des élites, une classe politique, médiatique, qui ne prend pas au sérieux la religion. Qui croit que la religion c'est terminé, qu'on est sorti, selon la célèbre formule de Marcel Gauchet, vous savez, qui disait du christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. Sauf que l'islam nous a ramenés à la religion. Et donc évidemment, pendant longtemps, nos élites, vous vous souvenez le mot célèbre de Lionel Jospin, mais on lui dit il y a de plus en plus de musulmans, la France va s'islamiser, et il a cette réponse spontanée, il dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise ?» Oui. C'est typique de la classe politique en général, hein, des gens du RN jusqu'au LF. Enfin, LFI, on le prend au sérieux, mais c'est un autre sujet. Vous voyez, au Parti Socialiste et à la Macronie. Donc, moi, je prends au sérieux la religion. Je pense que la religion, c'est très sérieux, c'est très important. Mais vous la prenez tellement au sérieux, Éric Zemmour, que vous faites de l'islam une sorte d'ennemi intérieur. Je pense que l'islamisation du pays dénaturerait la France, et oui, est l'ennemi de la France, puisque la France sans le christianisme n'est plus la France. Donc je dis bien l'islamisation du pays. Mais quand vous dites islamisation, vous désignez qui? Ceux qui pratiquent l'islam? C'est très simple. Ou, on va dire, certains groupes qui vont plus loin? Non, c'est très simple. Là, vous m'embarquez sur l'islam, alors qu'on devait parler que le livre, c'est sur le christianisme. Ce n'est pas sur l'islam. Mais je vais vous répondre. C'est en contrepoint, vous êtes d'accord? Non, mais vous avez raison que c'est en contrepoint, évidemment. Je ne vais pas cacher derrière mon petit doigt. Parce que vous évoquez le recul du christianisme. Alors, non, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a un mouvement historique qui date depuis les Lumières, à peu près, milieu du XVIIIe siècle, qui est un mouvement ample de déchristianisation de la France. Des christianisations profondes avec des rechutes, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a des moments au XIXe siècle en particulier où il y a une vague de retour du catholicisme, de la foi, etc. Mais globalement, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une vague énorme de déchristianisation. Jérôme Fourquet a écrit des choses très intéressantes là-dessus. Il rappelle qu'aujourd'hui, il y a 40% des gens qui se font incinérer. Que le prénom Marie n'est que de 0,2% des prénoms. Vous voyez, des symboles comme ça. Bon. Donc cette vague de déchristianisation est le premier élément de notre histoire depuis 2 siècles. Et nous avons un deuxième élément qui est une vague d'islamisation massive portée évidemment par une démographie galopante et avec des lois qui ouvrent l'immigration à tout va. Ça, c'est deux choses. Moi, je parle d'un constat historique. C'est le christianisme qui a fait la France. C'est l'Église qui a fait les rois ont fait la nation a fait la République. Donc sans le christianisme, la France n'est plus la France. Avec une islamisation du pays, la France n'est plus la France. Ça, c'est le premier constat que je fais. Vous me dites, qu'est-ce que c'est que cette islamisation? C'est simple. L'islam, s'il y a une grande différence, encore une fois, la classe politique qui ne s'intéresse pas à la religion pense que l'islam, c'est le christianisme des Arabes, selon une expression de Rémi Brague. C'est faux. Le christianisme repose sur la foi, c'est-à-dire la foi individuelle, la foi intérieure, le contact spiritualisé et intérieur entre l'homme et la divinité. C'est ce qui permet l'émergence de l'individu libre dans l'histoire. En revanche, l'islam est en cela une religion tout à fait traditionnelle, qui est tout comme les autres religions, c'est-à-dire une religion qui est l'appartenance à un peuple immense des musulmans, la Oumma, et le respect d'un code juridique, politique. Et vous nous expliquez que cette dynamique-là n'existe plus dans le christianisme aujourd'hui? Non, oui. Vous n'avez pas compris. Je dis simplement que l'islam est ainsi. Donc l'islam est incompatible avec la France et avec la République française. Il faut absolument, et je réponds à votre question initiale, que les musulmans
je dis bien les musulmans, adaptent la pratique de leur religion et leur religion à la France. Ce qui n'est pas, le cas à vos yeux. Ce qui n'est pas le cas à mes yeux, à part une minorité, par exemple, de Kabyles, qui étaient là depuis très longtemps et qui, eux, mettent à distance cet islam qui organise la vie de tous. Encore une fois, je ne tiens pas à modifier l'islam, vous comprenez, je ne suis pas le Luther de l'islam. Je veux simplement dire ce que Clermont-Tonnerre, en 1789, disait aux Juifs, parce que les Juifs ont eu le même problème. Le judaïsme est d'abord la religion d'appartenance à un peuple et un code juridique. Donc, je dis exactement ce que Clermont-Tonnerre disait aux Juifs, rien aux Juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu. C'est exactement ce que je dis aux musulmans, et je finis, pardon. Dans son fameux discours, Clermont-Tonnerre disait, s'ils ne veulent pas cela, s'ils ne veulent pas être citoyens, il parlait des Juifs, qu'on les bannisse, car il ne peut pas y avoir de nation dans la nation. Le terme moderne pour bannir, ça veut dire remigration, c'est tout. Et Philippe de Villiers, dans son Populicide, dit refranciser, vous dites rechristianiser. Je ne sais pas comment ça marche. C'est exactement la même chose. Ah si, moi je vais vous dire, il a raison, je disais refranciser, et il le sait parce qu'on était ensemble pendant cette campagne présidentielle, c'est exactement ce que je disais pendant la campagne présidentielle de 2022. Refranciser et rechristianiser, c'est la même chose. Rechristianiser, ça ne veut pas dire convertir les gens au christianisme et les obliger à adopter les dogmes du christianisme. Ça veut dire leur faire adopter la culture, l'identité chrétienne. Le christianisme, c'est à la fois une foi, et on ne peut pas inoculer la foi dans les veines des gens, c'est impossible. Mais c'est aussi une identité qui s'exprime dans la peinture, la musique, l'architecture, les cathédrales, la littérature, etc. Pour être français, il faut non pas être catholique, mais en tout cas, il faut être imprégné de christianisme. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est pas la même chose, la foi et l'identité. Éric Zemmour, vous parlez des politiques qui ne s'intéresseraient pas à l'islam. Vous avez vu la réponse, la religion en général. Oui, vous avez vu la réponse d'Alger à la dénonciation de l'accord de 68 qui a été fait voter par Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Alger dit c'est une affaire franco-française, c'est ce que dit le ministre algérien des Affaires étrangères. Il ajoute que c'est aussi l'objet d'une compétition électorale anticipée en France. Ça vous vise, notamment. Écoutez, d'abord, il faut bien comprendre que la dénonciation de ce traité de 68, d'abord, c'était un point très positif, je l'ai dit immédiatement, j'en suis très heureux, mais il faut bien comprendre que ça n'aura pas d'effet pratique. Les Algériens le savent, puisque c'est le gouvernement et le président qui doivent appliquer cette résolution. Et comme ils ne l'appliqueront pas, il n'y aura pas de conséquences. Deuxièmement, en vérité, ce traité de 68... qui était déjà un traité qui favorisait l'immigration des Algériens par rapport aux autres étrangers, a vu ses effets décuplés par une jurisprudence folle du Conseil d'État en 2007, qui donne aux Algériens les mêmes droits sociaux qu'aux Français. Ce qui est une folie du juge et qui nous rappelle ce que je dis depuis 30 ans, parce que j'ai écrit le coup d'État des juges il y a en 97, il faudra régler la question judiciaire, c'est-à-dire la question de ces juges, Conseil d'État et Conseil constitutionnel, qui désormais gouvernent à la place des représentants du peuple. Il faudra les ramener à leur rôle de juge et non pas de gouvernant. Troisièmement, cette histoire de compétition politique et d'Algérie. Moi, je vais vous dire. Aujourd'hui, l'Algérie, sans le dire, nous a déclaré la guerre. Et nous en sommes à quémander, j'ai lu la pathétique interview. Oui, la guerre, je vais vous dire pourquoi. J'ai lu la pathétique interview de M. Nunez qui se réjouit que le ministre de l'Intérieur algérien l'ait appelé. On se croirait, vous savez, dans le livre de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, quand le diplomate était tout content parce que son chef lui avait frôlé l'épaule et qu'il y a des pages et des pages sur « il m'a frôlé l'épaule et je vais avoir une promotion », etc. M. Nunez, c'est ça. Ah, le ministre de l'Intérieur de l'Algérie l'a appelé. Ça va être formidable. Je vais vous dire ce que font les Algériens aujourd'hui. Les dirigeants algériens, le gouvernement algérien, ils affrètent des cars et des barques dans lesquelles ils font rentrer des milliers et des milliers de jeunes algériens désireux d'aller en Europe. Ces cars et ces barques sont affrétés par le gouvernement algérien. Ça s'appelle une invasion, tout bêtement. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes aux affaires. D'abord, Boualem Sansal et Christophe Glaise. Comment vous réglez le problème? Ils sont détenus. Je vais vous dire, pour l'instant, on ne peut pas régler le problème, à moins d'une opération commando pour aller les libérer à l'israélienne. Malheureusement, ce n'est pas possible. Pour l'instant, on voit bien que les Algériens ne veulent pas les libérer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est
contrairement à ce que dit M. Nunez, qui dit le rapport de force n'a pas marché, sous-entendu par M. Retailleau, mais M. Retailleau n'a jamais exercé de rapport de force, il a simplement parlé de rapport de force. Le problème, il faut exercer un rapport de force, c'est-à-dire bloquer, par exemple, les avoirs financiers des dirigeants algériens, les empêcher de venir se faire soigner dans les hôpitaux français, bloquer tous les visas, bloquer le regroupement familial, bloquer les étudiants, renvoyer des étudiants. Vous voyez, il y en a beaucoup de choses à faire. Vous avez vu qu'aujourd'hui, quand M. Retailleau était ministre de l'Intérieur, il y a eu une augmentation d'un millier encore d'étudiants. Mais enfin, on s'éloigne de mon livre, pardonnez-moi. Oui, pardon, mais il y a votre livre, puis il y a aussi l'actualité, Éric Zemmour. C'est tentant de vous avoir. Regardez par exemple le sondage qui fait la une de la Tribune du dimanche, le sondage Elab, qui donne un Rassemblement national à 34% pour Marine Le Pen, voire 35-36% pour Jordan Bardella. Et vous-même, vous êtes pas au-delà de 6 points. La messe est dite pour le Front National. Vous savez... en juin 2021... Pour le Rassemblement national ? En juin 2021, Marine Le Pen était donnée à 32%. Il faut se rafraîchir la mémoire. J'ai connu, à 1 an et demi des élections, des gens qui étaient donnés quasiment vainqueurs au premier tour. Monsieur Balladur, Monsieur Juppé, je pourrais en donner d'autres, Monsieur Jospin, et on pourrait remonter plus loin encore avec Monsieur Barre. Donc tous ces gens-là n'ont même pas atteint le second tour. Voilà ce que je dis. Il faut se calmer. C'est ce qui peut arriver à Jordan Bardella, c'est ce que vous nous dites. Je ne sais pas. Je vous donne des exemples historiques et je fais des analogies. Voilà. Maintenant, après, nous verrons bien. Moi, je pense qu'effectivement, le score qui nous est accordé note un frémissement. On nous donnait pour mort il y a 1 an. Vous dites nous parce que Sarah Knafo... Non, nous, quand je dis Reconquête. Oui, mais Sarah Knafo est testée pour la première fois. Elle fait presque mieux que vous. Absolument, c'est formidable. Moi, je vais vous dire, je suis très content de tout ce qui arrive à Sarah Knafo est bon pour moi. Vous voulez dire que c'est peut-être la candidate de 2027 pour Reconquête. Je vais vous dire. Vous comprenez quand on vous pose la question ce matin. Mais oui, c'est un jeu, je connais ce jeu. Vous savez, on a fait le même coup à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Voilà, c'est pas grave, ça c'est l'amusement médiatique. Ce que je dis moi, c'est que c'est extra. Vous avez tout à fait raison. Imaginez que Sarah Knafo n'était pas connue il y a 18 mois. N'est pas connue des Français, elle était connue d'un petit milieu politique, mais pas des Français. Et aujourd'hui, elle est dans les sondages et on lui donne 6,5. C'est formidable. Ça prouve la qualité des gens de Reconquête. On a un député européen, elle fait plus de travail que 100 députés. Quand elle montre à quel point le financement de l'aide publique au développement est une gabegie, le gouvernement se sent obligé de réduire le budget de l'aide publique au développement de 2 milliards. Voilà, ça c'est efficace, si vous voulez. Donc je pense, oui, tout ce qui est bon pour Sarah Knafo est bon pour moi et est bon pour Reconquête. Et je pense que les gens vont continuer à s'en apercevoir. Et vous savez qu'on a beaucoup parlé du livre, et ça va continuer, hein ? Oui. J'avais pas remarqué. Si, bien sûr, vous en avez parlé largement et on va continuer d'en parler avec des questions d'auditeurs qui vont arriver dans quelques minutes aussi. Jean-François Aquili va continuer, bien sûr. Et en fin de séquence tout à l'heure, juste avant 9h aussi, question d'Éric Revel et de Philippe David pour conclure. Vous restez avec nous, donc évidemment, jusqu'à 9h. Hein. Éric Zemmour, on vous retrouve dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Et l'invité politique Éric Zemmour qui reste avec nous jusqu'à 9h pour son livre La messe n'est pas dite. On va en reparler aux éditions Fayard dans un instant avec vous et Éric Zemmour. Et il y a aussi toutes les questions d'actualité. Vous pouvez donc appeler 0826 300 300. Philippe David et Éric Revel poseront aussi des dernières questions évidemment tout à l'heure. On continue Jean-François Aquili en venant aussi sur un sujet d'actualité en fait du moment parce qu'on se demande si on aura un budget. Hein. Oui, on demande si on aura un budget puisque le vote du volet recettes n'aura pas lieu demain. Éric Zemmour, il reste 2000 amendements. Que dites-vous de l'impôt sur la fortune improductive qui a été imaginé par le MoDem et co-voté par le Parti Socialiste et le Rassemblement National? Alors, je vais vous répondre. Je veux d'abord, en préambule, vous dire que cette discussion budgétaire est à la fois effrayante et passionnante. Effrayante parce que c'est la foire aux taxes
et donc on accumule les impôts dans le pays qui est déjà le plus imposé du monde, mais passionnant parce que ça permet aux Français de voir, puisqu'il n'y a pas de 49-3, il n'y a pas de majorité, donc on voit ce que chaque groupe et donc chaque parti ferait s'il était au pouvoir. Et là, on voit par exemple que le Rassemblement national multiplie les votes pour des nouveaux impôts, soit avec LFI, maintenant ils ont trouvé un nouveau partenaire de jeu, le Parti socialiste. Vous m'interrogez, on pourrait faire toutes les missions sur toutes les taxes et les impôts que le Rassemblement national a fait voter. On n'aurait même pas le temps. On n'a pas le temps. Alors parlons de cet impôt sur la fortune improductive. Absolument. Mot extraordinaire. Vous savez, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Qu'est-ce que le RN et le Parti socialiste mettent dedans? Ils mettent les actions. Les actions, c'est improductif. Ils mettent les assurances-vie. Les assurances-vie, c'est improductif. Les bijoux, etc. Les bitcoins. Vous voyez, tout ça. Voilà. Tout ça, c'est improductif. Et on pourrait démontrer aisément que tout cela n'est pas improductif. Et que même, à la limite, ce qui est le plus improductif, c'est-à-dire les bijoux, les œuvres d'art, etc., mais que les gens ont avec passion voulu acquérir cela et ils ont bien le droit. Mais vous savez ce que ça me rappelle? Je vais vous dire. Au XVIIe siècle, un des premiers mouvements d'économistes, ce qui s'appelait les physiocrates, disait que la seule activité économique productive, c'était l'agriculture. Et que tout le reste, le commerce, l'industrie qui commençait, etc., n'était absolument pas une activité économique productive. C'est ça, aujourd'hui, que nous refont les socialistes et les Rassemblements nationaux. Mais ça ne m'étonne pas, parce que depuis le Rassemblement national gauche, vous avez cité, les socialistes notamment, donc ça veut dire que vous jugez que le Rassemblement national, avec ses taxes, est de gauche, alors. Marine Le Pen est de gauche. Je réponds. Oui. Ça fait 15 ans, lorsque j'étais encore journaliste politique, j'ai dit, le Rassemblement national, puisqu'il prenait la succession du Front national, contrairement au Front national de Jean-Marie Le Pen, est socialiste et est de gauche. On me riait au nez. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu presque un lieu commun. Tout le monde s'en aperçoit et tout le monde le leur dit. Oui, le Rassemblement national est de gauche. Oui, le Rassemblement national est socialiste. Et je précise, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire politique de notre pays, en vérité, le Rassemblement national est souverainiste de gauche. Il y a eu un débat que les gens de notre génération connaissent, dans les années 90, entre les souverainistes de gauche, Chevènement par exemple, et les souverainistes de droite, Villiers, Pasqua. Les souverainistes de droite, Villiers, Pasqua, disaient « il faut libérer à l'intérieur et protéger à l'extérieur ». Les souverainistes de gauche disaient « non, il faut protéger à l'extérieur, mais aussi imposer à l'intérieur ». Les gens du Rassemblement national, tous, sont les héritiers de cette ligne souverainiste de gauche. Y compris Jordan Bardella, qui se dit pro-business. Il le dit dans les interviews. Je sais bien. Écoutez, je pense que c'est le patron du parti. Jordan Bardella est dans cette histoire l'idiot utile des souverainistes de gauche, qu'il est instrumentalisé pour séduire les patrons, tous les gens qui sont rebutés par le programme socialiste du Rassemblement national, et qu'il n'est que confusion et communication. Voilà ce que je pense. Des souvenirs, des souverainistes. Absolument. Je pense que si vous voulez, vous comprenez, ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Non. Ça veut dire qu'il est idiot utile. C'est pas la même chose. Non, mais je précise parce qu'aujourd'hui, on va encore. Ça veut dire, si je vous suis, que finalement, il n'y aura jamais d'union des droites, puisque vous les considérez le Rassemblement national comme étant effectivement. Alors non, c'est une très. Pardonnez-moi, je vais répondre à cette question. À gauche, c'est une très bonne question. Oui, je vous remercie. Je distingue. Non, mais je vais vous dire, c'est une très bonne question. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça me permet d'y répondre. Je distingue 3 sujets, 3 thématiques fondamentales. La première thématique, c'est l'immigration, la maîtrise de l'immigration. Et là, le Rassemblement national, héritier du Front national de Jean-Marie Le Pen sur ce point, est de droite. Il veut bloquer l'immigration. Donc là-dessus, on peut s'entendre. Donc il y a un terrain minimum d'entente. Moi, je suis d'accord, ils sont d'accord, on est d'accord ensemble pour arrêter l'immigration. Là, nous sommes d'accord. Il y a un deuxième bloc qui est l'économie. Là, nous sommes en désaccord. Il faut que les électeurs tranchent. Il faut que les électeurs qui votent le Rassemblement national pour défendre, pour arrêter l'immigration, d'accord, ils ont l'habitude, depuis le Front national, se disent, est-ce que je suis économiquement socialiste comme les gens du Rassemblement national, ou est-ce que je suis économiquement
pour la baisse des impôts massive et la baisse massive des dépenses comme Reconquête. Et dans ce cas-là, je me détermine, puisque de toute façon, tous les deux, nous sommes contre l'immigration. Et il y a un troisième bloc. C'est ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est l'islamisation du pays. Madame Le Pen et Jordan Bardella, ils disent la même chose. Ils disent, 1, l'islam est compatible avec la République. 2, il n'y a pas de guerre de civilisation. 3, il n'y a pas de grand remplacement. 4, il ne peut pas y avoir de remigration parce que c'est anti-républicain. Je suis en désaccord avec ces 4 propositions. Vous voyez, il y a un accord sur l'immigration, l'arrêt de l'immigration, un désaccord majeur sur l'économie et un désaccord majeur sur l'islamisation du pays. Bon, donc les électeurs doivent choisir. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, quand même, évidemment. De toute façon, le Rassemblement national ne veut pas d'union des droites. Oui. Donc là aussi, si les électeurs veulent l'union des droites, ils ne doivent pas voter Rassemblement national. Il faut choisir. Bon, les électeurs et les auditeurs aussi de Sud Radio, bien sûr, globalement, ils ont la parole pour vous poser des questions. Je rappelle évidemment que vous êtes venu aussi pour votre livre, La messe n'est pas dite. Vous êtes trop bon. C'est Arnaud qui est avec nous et qui a une question à vous poser. Donc, question sur votre livre et puis d'autres questions dans l'actualité que vous pouvez poser au 0826 300 300. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Patrick. Bon, Éric Zemmour surtout vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour Arnaud. Oui, alors moi je voulais vous poser la question suivante. On peut espérer que la droite, que les catholiques de droite comprennent le message de Reconquête avec les pèlerinages, avec un tas de choses qui orientent vers vous. En revanche, qu'est-ce qu'il en est des jeunes juifs de France qui ont toujours été positionnés à gauche? Et est-ce qu'on peut espérer, dans le cadre d'une reconquête du pays, une certaine compréhension entre juifs et catholiques? Mais c'est une vieille histoire. C'est une très bonne question parce que c'est exactement le cœur de mon livre, cher monsieur. Vous avez tout à fait raison. Il y a un double espoir. Il y a un espoir dans la jeunesse catholique aujourd'hui qui redécouvre le catholicisme, qui est nombreuse dans les églises traditionnalistes, qui est nombreux dans les pèlerinages de Chartres, à Lourdes, etc. Et qui donc redonne vigueur, redonne souffle à la religion catholique en France. Alors évidemment, c'est encore un frémissement. Je ne dis pas que c'est une vague gigantesque qui va tout recouvrir. Je suis lucide. Mais il n'empêche que c'est un frémissement. Et cette jeunesse, si vous voulez, qui est confrontée au vide métaphysique et existentiel face, en plus, au choc de la rencontre avec une jeunesse musulmane qui affiche sa religion comme une identité et souvent de façon vindicative, voire violente, sont amenés à se poser des questions sur, d'abord, comment je me protège d'eux, et deuxièmement, qui suis-je moi-même? Quelle est mon identité? En quoi je crois? Etc. C'est la même question, cher monsieur, pour les jeunes juifs que je vois et qui viennent à moi. Il y a une grosse différence entre les institutions juives et même parfois leurs aînés qui ont, vous avez tout à fait raison, eu toujours le cœur à gauche parce qu'ils se voyaient en minorité assiégés et qui croyaient que la philosophie des droits de l'homme était la seule qui pouvait sauvegarder leur vie parfois, et en tout cas leur liberté religieuse. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse juive, justement, a compris tout à fait le piège dans lequel lesquels ses aînés étaient tombés dans les années 80 avec le mouvement SOS Racisme et toute la mouvance antiraciste qui leur a fait croire qu'il y avait une communion de destin entre eux et la jeunesse musulmane et l'immigration musulmane. Et ils ont bien compris aujourd'hui que dans la tradition musulmane, il a survécu à un anti-judaïsme violent, un anti-judaïsme viscéral, et qui est aussi égal à l'antichristianisme, puisque dans le Coran, il est répété qu'il faut absolument soit convertir les infidèles, les asservir, leur faire les asservir un statut de dhimmi, c'est-à-dire infériorité, ou alors les tuer. Je pense que les jeunes juifs, contrairement à leurs aînés, ont très bien compris cela. Je l'ai vu, vous savez, dans mes meetings, il y a une fraternisation entre les jeunes juifs et les jeunes catholiques, et c'est ce qui me donne
l'espoir d'une reconquête, comme j'ai appelé mon parti politique. Tous, évidemment, chez les musulmans, ne sont pas effectivement non plus imprégnés de ce que vous avez dit. Bien sûr. Je pense qu'ils sont tous imprégnés, mais qu'il y en a certains. Non, mais attendez, j'en ai discuté par exemple avec mon amie Sonia Mabrouk. Il y en a certains qui arrivent à s'en détacher. Et je les en loue volontiers. Allez, nous poursuivons dans un instant Éric Zemmour avec Luc notamment qui nous appelle au 0826 300 300. C'est une question sur à la fois l'économie, l'Algérie si vous le voulez, ou la religion comme on vient de l'évoquer. Jean-François Aquili toujours avec nous. Et vous aurez des conclusions enfin aussi avec Philippe David et Éric Revel qui vous ont écouté depuis 8h15 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10h. Patrick Roger. Jusqu'à 9h, Éric Zemmour avec son livre La messe n'est pas dite et beaucoup de questions aussi autour de l'actualité. C'est Luc qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Luc. Bonjour Patrick. Bon, posez votre question. Éric Zemmour vous écoute. Jean-François et Éric. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Éric Zemmour, si vous en êtes d'accord, nous allons rêver un peu. Vous êtes élu président de la République. Vous n'emballez pas. Comme ne serait pas malgré cela, tel Cincinnatus investi d'un pouvoir absolu, vous aurez à faire face à un État profond. L'administration, une justice, des corps constitutionnels, des ONG, tous socialisant vote d'extrême gauche. À des minorités procédurières et violentes, à une délinquance sauvage et barbare, à un islam politique qui, face à la montée des droites souverainistes, pousse ses feux tous azimuts, à des populations allogènes ou autochtones radicalisées, enfin à un État et une Europe obèse, insatiable, qui imposent taxes, rognent sur nos libertés. Avec ces boulets aux pieds, comment comptez-vous appliquer les mesures drastiques qui s'imposent et qu'avec Sarah Knafo, vous portez jour après jour à la connaissance des Français? Bon, question très directe avec un tableau sombre présenté par Luc. Ce monsieur a tout à fait raison. Tout ce qu'il dit, je pourrais modifier à la marge, mais tout ce qu'il dit est vrai. Donc il faut... C'est pour cela, je vais vous dire, cher monsieur, tout ce que vous dites prouve une chose, c'est que seuls les gens déterminés qui ont une conception radicale du pouvoir, je dis bien radicale, c'est-à-dire qui va à la racine des choses, pourront renverser la table et vaincre toutes ces oppositions. Des gens qui n'osent pas nommer, alors qu'ils ne sont pas au pouvoir, des gens qui n'osent pas nommer les choses telles qu'ils sont, on peut être sûr qu'ils ne feront rien, car ils n'oseront pas affronter tous les adversaires que vous désignez de façon tout à fait opportune. La tronçonneuse, donc je pense, c'est pas la tronçonneuse, c'est simplement la détermination et la volonté. En vérité, je vais vous dire, je pense qu'en politique, il y a des moments pour certains types de caractères. Dans les moments de paix, il faut des gens, des pacificateurs. Des gens modérés qui prennent des décisions à la marge. C'est très bien pour des temps de paix. Pour des temps violents, pour des temps de guerre où la France est menacée, il faut d'autres psychologies. Non, d'autres psychologies de responsables politiques. Il faut des gens déterminés, qu'on qualifie dans des temps de paix de brutaux, dans des temps d'extrémistes. Vous voyez, tout ce que j'entends. Ah, Zemmour, il est brutal, dit un tel. Ah, Zemmour, il est extrémiste, dit un tel. Moi, je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui, dans les temps que nous rencontrons, qui sont des temps de vie ou de mort pour la France, il faut être ainsi. Et que mais avec quoi défauts... alors avec une tronçonneuse comme le disait Jean-François Aquili? Non mais je ne vais pas reprendre le code de communication de l'Argentin Milei. Ouais. Ça c'est si vous voulez c'est quelque chose de factice. En revanche, je vais répondre. En revanche, j'insiste beaucoup. Je pense que les défauts qu'on peut imputer à ma personnalité dans des temps de paix, je comprends très bien, j'entends très bien, dans des temps de guerre et où la France est en danger de mort, se deviennent des qualités. Maintenant, effectivement, vous avez raison, Sarah Knafo, elle, travaille remarquablement sur le budget, elle a présenté un plan d'économie de 80 milliards. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Elle ose montrer ce qu'il faut supprimer. Elle ne se cache pas derrière son petit doigt. Allez, autre question avant Éric Revel et puis Philippe David, de Frédéric de Blagnac qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour messieurs, bonjour Éric Zemmour. Bonjour Frédéric.
Bonjour. Alors, effectivement, pour gagner, il faut rassembler. Et moi, j'ai une question à vous poser, c'est comment envisagez-vous de rassembler les Français autour de vos idées, alors que le climat politique est particulièrement polarisé aujourd'hui? Et une deuxième question sous-jacente dessus, effectivement, Snarak Nafo est aujourd'hui, me semble-t-il, un peu plus apprécié, notamment par les électeurs de droite, et défend peut-être d'une manière différente un peu vos idées. Est-ce que vous songez à lui passer la main? Bon, voilà. Deux questions directes qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, la première question, comment rassembler? Je pense qu'aujourd'hui, nos idées sont majoritaires. Quand vous voyez dans les sondages, on demande aux Français, est-ce qu'il y a trop d'immigrés? 70% répondent oui. Vous demandez, est-ce que l'islam est un danger pour la France? 70% répondent oui. Est-ce qu'il faut la remigration? Ce que refuse et le Rassemblement National et les LR. 70% répondent oui. Je pourrais ainsi continuer longtemps. Notre problème n'est pas la majorité face à nos idées. Notre problème est un problème politique qui est effectivement de rassembler des électeurs dans une élection législative ou présidentielle. Pour cela, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, il faut une large union des droites que refusent et le Rassemblement National et les LR. Donc je dis aux électeurs, si vous voulez l'union des droites et si vous voulez le programme à droite de Reconquête, il faut mettre Reconquête en tête. Pourquoi je dis ça? Pas par défense de ma boutique seulement, c'est légitime, mais ce n'est pas la seule raison. La raison principale, c'est qu'en politique, et on l'a vu à gauche avec Jean-Luc Mélenchon en 2022, c'est le parti qui est en tête, le candidat qui est en tête, qui façonne les coalitions. Soit on fait comme Mélenchon et on rassemble derrière l'union de la gauche tous les autres partis et tous les autres candidats qu'on a vaincus, soit on fait comme Marine Le Pen en 2022 et on ne rassemble personne. Bon, et donc, c'est un choix. Alors Frédéric, il dit, bon bah d'accord, mais alors pour votre boutique, comme vous l'avez dit, Reconquête, mais est-ce que finalement ce sera vous ou ce sera Sarah Gnafo? La question, il n'y a pas de question là-dessus. C'est simple. Je vous répète que tout ce qui arrive à Sarah Gnafo est formidable et est bon pour moi. Je n'irai pas plus loin. Il faut absolument vous faire comprendre qu'il faut montrer aux électeurs la qualité de Sarah Gnafo augure de la qualité de tout Reconquête. S'ils aiment Sarah Gnafo, imaginez ce qu'il y a derrière. Une députée européenne. Regardons ce qu'elle fait, imaginez 10, 100. Voilà. Bon, Éric Revel, Philippe David est toujours avec Jean-François. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, Éric Zemmour. Bon, on est, je le disais tout à l'heure, dans une pétaudière budgétaire absolument hallucinante. Je citais la formule, vous savez, populaire, la cour du roi Péto. On est en plein dedans. On a un parti socialiste qui n'est pas au pouvoir, mais qui gouverne. Et on a un amoncellement, vous avez vu, de taxes, d'impôts, etc. Alors moi, j'aime bien quand vous croisez l'analyse historique et l'analyse d'actualité. Napoléon disait à propos de la Grande-Bretagne, c'est une nation de boutiquiers, pour dire que ces gens ne pensaient qu'au commerce et à l'argent. Est-ce qu'on ne traîne pas ce vieux fond culturel en France qui ferait qu'on n'aime pas ceux qui réussissent et on n'aime pas les nations de boutiquiers? Écoutez, je connais évidemment cette théorie, en gros, et ça ramène à mon livre, c'est les catholiques n'aiment pas l'argent et eux, les protestants, eux, savent, les nations protestantes, savent qu'il faut gagner de l'argent, etc. Je ne crois pas en cette thèse, je vais pour plusieurs raisons. La première étant que qui a inventé la banque, ce ne sont pas des protestants, mais des catholiques italiens, lombards, qui ont inventé toutes les méthodes bancaires, par exemple. Je ne crois pas du tout à cela. Je pense que il y a effectivement une notion de charité, de désintérêt, de grandeur d'âme dans le catholicisme, mais qui n'est pas incompatible avec le culte du travail. Je rappelle que ce sont les monastères qui ont, j'ai lu il y a quelques années un livre absolument extraordinaire là-dessus, qui expliquait que c'était dans les monastères qu'on avait appris la logique du travail, la productivité, l'organisation, etc., qui préfigurait l'industrie du 19e siècle. Donc, pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Non, en fait, ce qu'on a, mais c'est notre discussion, c'est qu'on a des socialistes. On a des socialistes internationalistes et désormais islamiques comme LFI, et on a des socialistes patriotes comme le Rassemblement National.
Ils sont patriotes, je n'en disconviens nullement, mais ils sont socialistes. Bon, question de Philippe David. Éric Zemmour, votre livre s'appelle « La messe n'est pas dite ». Le mois prochain, on commémorera les 120 ans de la loi de séparation des églises de l'État. Est-ce que pour vous, cette loi sur la laïcité est encore adéquate? Et sinon, à quoi voulez-vous passer? Au concordat comme en Alsace-Moselle ou à autre chose? Écoutez, on peut rêver, on peut discuter sans fin des mérites réciproques du concordat et de la loi de séparation. Vous savez d'ailleurs, sans doute, que les dirigeants républicains eux-mêmes, le petit père Combes eux-mêmes, qui était le plus anticlérical de tous, ne voulaient pas de cette loi de séparation. Ils étaient bien contents d'avoir le concordat parce qu'ils avaient la main sur les prêtres, les évêques, etc., qu'ils finançaient. Et c'est le jusqu'au-boutisme du Vatican de l'époque qui les a poussés à faire cette loi. Maintenant, il faut bien comprendre que, si vous voulez, la laïcité, il faut arrêter de se mentir, c'est une arme de guerre contre le christianisme. Ce fut une arme de guerre contre le christianisme et pour la déchristianisation de la société, qui a tellement bien réussi que nous arrivons à ce que j'écris dans le livre, c'est-à-dire que nous avons une société complètement déchristianisée. Et aujourd'hui, comme l'avait prédit Barès, qui ferraillait dans les années 1900 contre justement les socialistes et Jaurès, il leur disait: quand il n'y aura plus le christianisme, elle sera remplacée par une religion beaucoup plus âpre, beaucoup plus intolérante et beaucoup plus dogmatique. Nous y sommes. Attendez, mais je réponds quand même, monsieur. Maintenant, il faut utiliser la laïcité pour ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure avec le discours de Clermont-Tonnerre. Bloquer l'islamisation du pays. Il faut absolument utiliser la laïcité contre l'islam, je n'ai pas peur de le dire, comme elle a été utilisée contre le catholicisme et contre le judaïsme. J'ai cité tout à l'heure Clermont-Tonnerre. Maintenant, pour le reste, il faut redonner une prééminence culturelle, je mets un R, pas cultuel, mais culturel, au catholicisme qui a fait la France, et donc dans les écoles, rappeler aux enfants que sans le catholicisme, il n'y a pas de France, que si pour être français, ils ne font pas se convertir au christianisme, mais il faut être imprégné de la culture et de l'identité chrétienne. Allez, dernière question, on va arriver à la messe n'est pas dite, Éric Zemmour. Est-ce qu'il y a une notion d'espérance dans votre livre? Et bien sûr, je le dis, c'est toute la fin du livre. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, dans la jeunesse, dans la jeunesse française, une aspiration non seulement à comment dire, une redécouverte spirituelle, mais aussi à une redécouverte de leur identité. Ces jeunes-là veulent savoir qui ils sont, d'où ils viennent. On ne leur a pas appris. Il faut leur apprendre. Ils viennent d'une France chrétienne qui nous a tous façonnés. Il faut leur réapprendre. Merci Éric Zemmour. Donc on rappelle le titre de votre livre, La messe n'est pas dite, aux éditions Fayard, bien sûr. Dans un instant, vous pouvez continuer de réagir et de nous appeler pour décrypter, débriefer aussi un peu l'interview d'Éric Zemmour avec Éric Revel et Philippe David, qui pourront peut-être rester quelques minutes. Merci Éric Zemmour d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.